Bonjour à tous, distance aussi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde. Euh, je vais regarder, il n'y a personne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien signé aussi la feuille d'émargement. Euh, merci à vous d'être venus. On sait que la fête hier aussi, vous avez fait la fête, c'était pas simple de se lever ce matin. Mais merci à vous. Donc, bienvenue à la 16e édition des ANED. Je suis Clément Leroux et je serai l'animateur de cette conférence qui aborde l'inclusion des personnes LGBTQ+ dans le sport. Et c'est pour aborder la thématique sociale du développement durable, comme vous pouvez l'imaginer. Et comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années, et les ANED s'inscrivent tout simplement dans cette démarche pour vous former et vous apprendre ou aller plus loin dans certains sujets que vous pouvez connaître. Donc voilà. Ainsi, sans plus tarder, je vous présente Madame Sandra Forgue, donc ancien champion olympique de canoë biglace en 96, 3 fois champion du monde. Vous avez écrit un livre intitulé Un jour peut-être, journal d'un champion olympique devenu femme, et vous êtes aussi présidente du conseil d'administration du Krebs Occitanie. Bonjour Madame Sandra Forgue. Bonjour à tous. Juste avant de commencer, donc la conférence va avoir en 2 temps, 45 ou 50 minutes d'intervention, puis après vous aurez un petit temps pour poser des questions, interagir, n'hésitez pas. Et pareil dans le chat si d'ici là il y a des gens. Et puis voilà, donc première question pour commencer cette conférence. Quelle est la place réellement des personnes LGBT dans le sport aujourd'hui? Alors, c'est une question. Bonjour à tous. J'ai une voix un peu éraillée encore. Parce que moi aussi, j'ai fait la fête. J'étais à Paris hier soir pour fêter. Je suis la marraine d'un bateau qui a gagné la Jacques Vabre. Et donc, on a fêté ça hier soir, ce qui fait que ça pique un peu ce matin. L'avion était tôt. Voilà, donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que ça s'est très bien passé pour vous aussi hier soir, puisque ça va devenir plus compliqué pour ces fêtes. Alors, si pour en revenir à ce sujet, effectivement, j'ai été un sportif de niveau puisque j'étais un homme il y a quelques temps de ça. Et j'ai fait une carrière sportive sous l'étiquette d'un homme. Donc, c'est pour ça que je parle de moi au masculin quand je parle de cette période sportive. Donc, je ferai des aléas masculins, féminins. Ne soyez pas perturbés par rapport à ça, simplement pour respecter l'histoire. Donc, mon parcours très rapidement, j'ai 7 ans, je m'aperçois que j'ai un problème d'identité, sauf que dans les années 80, on n'en parlait pas, il n'y avait pas Internet, je ne savais pas qui j'étais, je pensais que j'étais malade, qu'il y avait un truc qui m'arrivait. Et donc, j'ai développé un garçon, puisqu'on attendait de moi un garçon. Je rêvassais un peu hein, au niveau des études, c'était un petit peu compliqué. Au niveau de la musique, au niveau de tout ce que je fais, tout ce que mon grand frère faisait, c'était un peu compliqué. Mais j'ai réussi à avoir le sport, qui était un domaine dans lequel j'étais meilleur que lui. Et donc, j'ai accéléré là-dedans et ça me permettait, moi, de me combattre et de rester la personne qu'on voulait que je sois. Et donc, de fil en aiguille, champion départemental, puis champion de France, puis champion d'Europe junior, puis du monde senior, médaille olympique en 92. Vous n'étiez pas né sur si? Non, voilà, c'est ça fait mal. Et puis en 96, je gagne les Jeux Olympiques avec un partenaire, donc, et j'arrête ma carrière en 2000. En même temps, j'avais fait des études quand même d'informatique. Hein, j'ai un bac+5 en informatique. Et donc, j'ai fait ce double projet. Puis bon, voilà, la vie a pris. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et puis, à 40 ans, j'ai explosé. Voilà, quand on n'est pas soi-même, on pédale à côté du vélo. Et à force d'essayer de repousser ça, ça vous revient comme un élastique de plus en plus tendu. Et un jour, ben, vous craquez et vous ne voyez plus l'avenir, vous ne voyez plus rien du tout. Et donc, pour des petites histoires, pour la petite histoire, là, bon, j'ai fini par faire une transition il y a 5 ans de cela, donc c'est assez récent quand même, à 46 ans. Et je souhaite à toutes les personnes qui se sentent dans cette problématique de le faire plus tôt. Voilà. Donc, message passé, on va parler du sport dans les personnes, dans le sport, parce que c'est vrai que si les sujets de transidentité ou d'homosexualité dont on parle depuis plus longtemps sont rentrés dans les mœurs, hein, aujourd'hui, de vos générations, vous en avez entendu forcément parler, vous avez des gens autour de vous qui ont été sensibilisés à ça ou qui sont concernés.
il y a une liberté de la parole et du coup, les gens se sont un tout petit peu plus avancés dans la vie. Et donc, le milieu du sport a été aussi l'occasion de faire des coming out et de faire des transitions pour certaines personnes transgenres et pour les homosexuels de s'afficher. Sauf qu'effectivement, personne n'était prêt à ça depuis un certain nombre d'années. À part, il y avait quelques cas exceptionnels, hein, puisque les premiers coming out, le plus célèbre, c'est Martina Navratilova. On parle des années 81. Donc, c'est pour vos grands-parents, peut-être. Voilà. Donc, Martina Navratilova, qui avait ouvertement affiché son homosexualité, mais à l'époque, l'homosexualité féminine était quand même plus acceptée que celle des hommes. Donc, il était hors de question pour un homme qui voulait rester dans le milieu du sport de faire son coming out. Sans quoi il allait être complètement exclu. Rappelle qu'encore dans ces années-là, c'était encore une maladie mentale. Donc, voilà, c'est sympa. On verra que pour la transidentité, ça n'est que depuis 2010 que nous ne sommes plus des débiles mentaux. Donc, je suis fier d'être devant vous et pas débile mental. Voilà. Donc, l'autre célèbre, c'est Amélie Mauresmo, donc un peu plus récente, hein, enfin, c'est 99. Elle fait son coming out. Encore, c'est une femme, donc ça passe. Elle entrouvre quand même l'espace de la liberté d'expression des sportifs, mais ça coince. On voit qu'à part quelques-uns qui vont s'afficher un tout petit peu plus tard, il va falloir attendre vraiment le basket, c'est la NBA, avec Jordan qui avait fait un coming out sur le VIH, qui s'était annoncé, donc ça avait libéré un petit peu plus la parole. Et donc, la NBA a affiché quelques homosexuels en 2007, 2010, où timidement, des pratiquants se sont avérés homosexuels. Enfin, l'ont dit, on fait des coming out, mais qui ne se sont pas forcément super bien passés, hein, puisque globalement, ils étaient quand même assez discriminés dans leurs équipes et dans leur entourage. Et ça a été assez compliqué. Il y a d'autres personnes qui vivaient un petit peu ça. Hein. Il y a, pour les Toulousains qui suivent le rugby, il y avait Thomas Garrett qui a caché son homosexualité aussi et pendant toute sa carrière et qui n'osait vraiment pas le dire. Donc Thomas Garrett, un rugbyman écossais, je crois, ou gallois, je ne sais plus, qui est venu faire sa carrière professionnelle ici à Toulouse et qui a attendu la fin de sa carrière, hein, en 2012, je crois que c'était quelque chose comme ça, où il a annoncé son homosexualité. Et ça fait un petit peu écho dans les médias qui se sont emparés du sujet. Et simplement, il y a eu deux réactions. Il y a eu la première réaction qui est celle, il faut en parler, il faut l'annoncer, il faut que ces personnes-là puissent libérer leur parole. Et d'autres qui disaient, mais ça fait partie de la sphère privée, on n'en parle pas. Sauf que les sphères privées, c'est vachement sympa, mais quand vous vous retrouvez dans des vestiaires, quand vous vous retrouvez dans un certain nombre de choses, il y a toujours des allusions on le verra, sur des terminologies qui sont rentrées dans le langage courant et qui sont finalement choquantes pour les personnes concernées. Et donc, il a été plutôt encouragé d'essayer de faire un pas vers l'acceptation des personnes homosexuelles et leur permettre d'aller dans les équipes de sport, dans les vestiaires, sans recevoir des insultes, ou dans les salles sans recevoir des insultes. On va y revenir. Donc, sur les différents coming out, c'est à partir de surtout 2010 que ça s'est accéléré. Très récemment, il y a un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Canal+, il faut qu'on parle, donc, qui a été pour certains homosexuels l'occasion de s'avérer. Et avec, quand ils ont tourné, il y a Céline Dumergue, Jamie Stravius, le nageur, Astrid Guyard, Jérémy Clamy en rugby, Kevin Amioz au patinage, Amandine Bouchard au judo. Ils ont eu très peur, hein, du retour de leur coming out. Donc, on est en 2020, 21, enfin 20 quand le tournage se fait. Et ces personnes-là, et vraiment les réalisateurs ont eu un courage énorme parce qu'ils ont été contre vent et marée et on pensait que ce serait facile de faire un reportage tel quel en 2021. Pas du tout. Ça a été très, très compliqué et ça a pris plusieurs années. Il y a plein de sportifs qui ont renoncé, des sportifs qu'on savait homosexuels ou qui ne l'avaient pas vraiment annoncé, mais dans la bande, ça se savait, dans les rumeurs.
Et le journaliste est allé carrément leur demander, quoi, est-ce que vous êtes concernés? Il paraît que. Et il y en a certains qui ont dit, oui, mais moi, je ne veux pas faire de coming out parce que je sais que ça va me nuire dans ma carrière, donc je ne veux pas. Et d'autres, celles qui sont passées, ils ont fini par accepter. Pour certains, c'était même un coming out vis-à-vis de leur famille. Et bon, on sait comment le sport de haut niveau est assez discriminant, hein. C'est un peu chacun sa place et Dieu pour tous. Donc, afficher des faiblesses, ça peut être un argument pour se faire taper dessus un petit peu plus et discriminer. Donc, ils ont eu énormément de courage et finalement, ce reportage a fait qu'il y a un avant-reportage, un après-reportage. Parce que depuis, le retour, c'est qu'il y a plein de sportifs qui s'annoncent et il y a plein de dispositifs qui se créent pour défendre justement cette cause homosexuelle et trans dans le sport. Moi, je fais partie d'un groupe interministériel qui travaille sur le sujet entre le ministère de l'intégrité, de l'intégration et le ministère des Sports. Et on réfléchit à savoir comment mieux faire pour éduquer les sportifs, éduquer les encadrants, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Et on s'aperçoit que s'il y a une grande volonté de faire tout ça, il y a quand même sur le terrain beaucoup de freins. Et on le verra pourquoi. Donc là, c'est la partie vraiment du sportif qui s'intègre. Hein. Mais il y a aussi une grosse problématique qui est la discrimination que l'on rencontre dans le public. Dans le stade, on peut le voir, les grandes banderoles, l'espèce de PD, va te faire enculer. Enfin, je les dis les termes parce que c'est des choses qui sont rentrées dans le langage courant lorsqu'il y a des insultes. On en verra d'autres qui paraissent un peu plus anodines, mais c'est vrai que quand vous êtes homosexuel, c'est ce que vous prenez en pleine figure et c'est un côté dégradant. Et ce côté dégradant, les personnes en souffrent et à force d'en souffrir, il y en a qui finissent par dire que c'est plus possible et nous quitter, ce qui est fort dommage. Il y a aussi dans la presse, vous le verrez, si vous regardez un petit peu YouTube et autres, énormément de fake news, mais qui ont été relayées sur la supériorité des femmes trans dans le sport et qui a été relayée en boucle à tel point qu'il y a des féministes qui se sont emparées du sujet et qui, sans contrôler quoi que ce soit, sont montées sur les tables, dehors les trans, on va vous mettre dehors. Et là, en fil de cortège, il y a les Martina Navratilova, il y a Donna, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin, beaucoup de féministes américaines, les anciennes sportives des années 80-90 américaines, qui militent pour l'intégration des femmes dans le sport, et ça c'est très très bien, et qui se sont pris comme bouc émissaire les femmes trans, sachant que les États-Unis, on le verra, c'est un petit peu particulier, puisque c'est un peu l'extrême dans tout. Et ils acceptent absolument aussi un petit peu n'importe quoi, ce qui fait que derrière, ça laisse des traces. Donc, ce coming out, on le voit, ces coming out et ces reportages font qu'aujourd'hui, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des institutions se sont emparées du sujet, notamment le CIO, qui a été dans le Comité international olympique, hein, qui gère l'ensemble du sport olympique international, et qui avait jusqu'à là fait un petit peu l'autruche, mis la tête dans le trou pour éviter d'aborder les questions et qui se sont rattrapés et qui aujourd'hui entament une vraie dynamique pour déjà comprendre, parce qu'avant d'accepter, il faut comprendre, accepter, puis encourager la lutte contre les discriminations dans le sport, parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment très, très ancré, et encore aujourd'hui, y compris dans les jeunes générations. Alors, pour les périodes, alors, j'avais effectivement fait des petits slides. Hop. C'est censé marcher. Et avec la souris, ça va aller mieux. Voilà. Ça, c'est moi. Vous m'avez sur le podium olympique des Jeux de 96. Je suis au premier rang. J'ai un tout petit peu changé, heureusement pour moi. Donc, voilà, on va aborder ça sous trois volets. Donc, aujourd'hui, donc, les médias se sont emparés, donc il faut faire quelque chose, absolument. Maintenant que la roue est lancée, allons jusqu'au bout de cette dynamique. On s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui les tribunaux du sport qui sont investis par des procédures de discrimination qu'il n'y avait pas encore il y a 5-6 ans. Hein. Tout ça, c'est très récent. Et sur des
sur des thèmes, justement, sur des propos injurieux, et les gens ne comprennent pas, mais quoi, ça s'est toujours dit, et ben oui, mais non, aujourd'hui, ça ne se dit plus. Donc, il faut faire attention. Donc, comment comprendre, séparer les deux problématiques? Il y a l'intégration des personnes homosexuelles dans le sport. Pourquoi j'ai séparé l'intégration des personnes trans? C'est parce qu'il peut y avoir une influence, notamment sur les performances sportives. Et donc, je voulais écarter enfin, ne pas faire l'amalgame. Même si on parle LGBT dans la défense, la problématique des homosexuels n'est pas la même problématique que des personnes transgenres. Donc, dans un premier volet, c'est aborder la problématique de l'homosexualité, comprendre pourquoi on en arrive à cette discrimination, parce qu'au final, effectivement, ça ne regarde que chaque personne, ce qu'elle fait chez elle, et simplement, ben, ça rejaillit dans les vestiaires, sur les stades. Et donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et comment faire pour l'éviter? Puis après, on parlera des personnes transgenres et de leur intégration dans la catégorie féminine qui pose de problèmes. On l'a vu. Hop. Donc, au niveau de l'intégration des personnes homosexuelles, si on en revient sur le fond du problème, un petit peu dans la discrimination de l'homosexualité en règle générale, hein, pas que dans le milieu du sport, mais c'est les notions de virilité et de féminité qui prennent des problématiques et des envergures qui dépassent le sens, on va dire, commun. Et c'est vrai que le sport exagère encore un peu plus l'affaire. C'est-à-dire que dans les stéréotypes hétéronormés, la personne virile, c'est le mâle, voilà, c'est l'animal qui domine, qui a la force, et ainsi de suite. Et puis, il y a la féminité, c'est le côté faiblesse, c'est le côté soumission. Et on est dans ces stéréotypes hétéronormés, très fortement encouragés par les religions, hein, on va pas le cacher. Et cette dualité, on va le voir plus tard quand on va parler de la transidentité qui est très primaire, hein, finalement, hein, un petit peu comme la mécanique classique dans un sens et puis la relativité et la mécanique quantique dans l'autre. Hein. Donc, les stéréotypes qui ont perduré pendant des siècles sont encore très présents, très prégnants. Et l'homosexuel est vu comme étant quelqu'un qui est faible, voilà, qui a une faiblesse parce qu'il est forcément le compagnon de notre homme viril. Donc, l'homosexuel, c'est celui qui est faible, qui va vers la féminité. Et d'ailleurs, les caricatures, hein, s'il y a des homosexuels efféminés, il n'y a pas que des homosexuels efféminés, vous avez des homosexuels qui sont très, très virils, et ça n'a rien à voir. Voilà, vous pouvez avoir des gens qui sont efféminés et pas du tout homosexuels. Mais c'est vrai que dans l'intelligence collective, on associe l'homosexuel à quelqu'un qui est faible. Or, dans le sport, on ne peut pas être faible, ce n'est pas possible. Donc, un homosexuel dans le sport, c'est quelqu'un qui est à bannir, c'est quelqu'un qui va ralentir une équipe, c'est quelqu'un qui va nous poser des problèmes. Donc, on va l'écarter. Et ça, c'est vrai que c'est encore prégnant aujourd'hui. Il y a les préjugés là-dessus. Hein. On parle d'homosexualité, c'est contre nature, on entend tous ces mots. Mon fils, il ne va pas aller dans telle équipe parce qu'il y a un homosexuel, c'est contagieux, donc il va être homosexuel en sortant du match de foot. On entend de tout. Hein. C'est ce que je vous dis, c'est des vraies paroles qui sont entendues et qui ont été reportées. Donc pareil, l'homosexuel, c'est le dépravé, c'est celui qui ne sait pas vivre, c'est celui qui s'est laissé aller dans l'homosexualité et qui en plus attrape le sida et qui a mis le sida sur la planète. Hein. Ces stéréotypes existent encore en 2021. Ne parlons pas de dire que ce sont des malades et qu'il faut soigner, faire des thérapies de conversion. Il y a quand même 28 sénateurs qui ont voté contre la loi interdisant les conversions de thérapie sur les homosexuels et transgenres. Hein. Et là-dedans, c'est des gens qui gèrent des conseils départementaux, qui gèrent des conseils régionaux. Je ne vous imagine pas le dégât que ça peut faire dans la politique. On ne se le cache pas, derrière ces 28, il y a la manif pour tous. Les 28, hein, ils ont été catalogués. On sait que c'est des gens qui sont pro-manif pour tous. Donc, on sait aussi qui c'est qu'il y a derrière la manif pour tous. Donc, voilà, vous tirez les ficelles et vous avez les coupables de cette affaire. Néanmoins, le texte est passé et ce sera quand même mieux pour les personnes homosexuelles et transgenres de ne pas se faire électrocuter.
Derrière, évidemment, la problématique majeure, c'est la non-connaissance. C'est-à-dire qu'on a toujours peur de quelqu'un qui est différent et quand on ne connaît pas, donc on va stigmatiser, on va rester sur les préjugés. Et malheureusement, si dans les grandes villes, les grandes métropoles et les jeunes générations, tout ça est rentré dans l'ordre, ben dans les campagnes, dans les entraîneurs qui sont moins jeunes, eh ben les choses ne sont pas aussi faciles. Et les personnes, même si elles ne sont pas discriminantes, même si elles n'ont pas de problème avec ça, elles ne savent pas comment aborder un sujet tel quel dans une équipe. Donc, il y a un vrai travail qui va être fait. D'ailleurs, le groupe interministériel est censé mettre en place des formations pour les éducateurs et rentrer dans les formations des diplômes de sport une partie sur les sciences humaines et sur ces problématiques-là, parce qu'ils vont les rencontrer. Malgré tout, et ça devient compliqué d'être entraîneur de sport, hein, parce qu'il y a les problématiques de discrimination là-dessus. Vous avez les religions qui poussent à fond pour les problématiques de nourriture, pour les problématiques de perception. Enfin, ça devient très compliqué pour un entraîneur d'entraîner une équipe très hétéroclite. Mais on va rester dans le spectre de l'homosexualité et la transidentité. Donc, sur les choses dont on ne s'aperçoit pas et que les éducateurs aujourd'hui parfois sont mis en cause devant des tribunaux parce qu'il y a des mots qui ont été envoyés, comme je l'ai dit, on n'est pas des tapettes, on va les enculer, ces PD. Voilà, ça c'est le terrain de rugby natif où voilà, c'est le truc. Dans la personne de si on lui dit, mais t'as vu ce que tu dis et les homosexuels? Ah non, ils ne se rendent pas compte. Et c'est vrai, ça peut vous choquer, mais pour ces personnes-là, ils ont l'impression de ne pas du tout évoquer ni l'homosexualité, ni la faiblesse de ça. C'est rentré dans le langage commun. Pour vous faire un amalgame qui, pour vous, un terme que vous devez peut-être utiliser sans vous faire gaffe et qui discrimine une population, c'est juste, on fait tomber le truc, oh putain. Le putain, la putain, c'est une prostituée. C'est quand il y a quelque chose qui dérange, un truc qui est casse, on utilise ce mot putain qui, effectivement, imaginez une prostituée qui entend tous les jours tout le monde dire oh putain, oh putain, oh putain dès qu'elle se fait mal. Mais au moment où elle va se sentir blessée par rapport à ça. Et donc les homosexuels vivent la même chose avec des mots. On va leur mettre une branlée. Voilà, c'est le truc très vite. Il y a des termes comme ça qui sont rentrés dans le langage commun et qui sont dans le domaine de la sexualité, qui sont dans le domaine de l'identitaire, qui sont dans le domaine d'un certain nombre de choses. Et ça va être très, très difficile de sortir ces termes-là. Donc, il faut vraiment éduquer les sportifs et éduquer les entraîneurs et les encadrants pour reprendre les gens qui utilisent ça, dire bon, ok, mais là, non, pas ici. Ça ne dit pas ce genre de choses ici parce qu'on est dans une politique d'insertion. Et quand vous interviewez les homosexuels, ils ne vivent pas ça super cool, hein, toutes ces insultes, tous ces trucs-là. Ils se sentent à chaque fois stigmatisés. Et quand ils doivent rentrer en scène après, c'est un effet perturbant. Donc voilà, je veux dire, ce serait aussi dramatique que, je ne sais pas, de dire à une sportive qui rentre dans un stade, mais tu as vu comment tu es moche. Voilà, donc dire, mais c'est quoi, toi, je ne suis pas là pour ma beauté, je suis là pour faire du sport. Et donc, les homosexuels et les transgenres dans le sport vivent ça au quotidien. Et donc, au bout d'un moment, c'est vraiment très agaçant. Et plein s'arrêtent pour ces problématiques-là, voilà, ou par la peur de la discrimination. Il y a plein d'exemples, hein, vous l'aurez vous grattez un petit peu sur le net. Mais il y a beaucoup de gens homosexuels qui ont arrêté leur carrière pour pouvoir faire un coming out. Et l'idée, c'est que ça ne soit plus ça dans le futur. Un des facteurs d'intégration, c'est la mixité. Là aussi, aujourd'hui, on a voulu discriminer le sport et notamment le développement du sport féminin au travers de faire jouer les filles ensemble, de faire jouer les garçons ensemble. Les filles vont freiner les garçons, donc on ne les met pas avec les garçons. Donc, très tôt, dès l'âge de 10, 12 ans, on sépare les activités et on s'aperçoit qu'en fait, dans tous les sports qui promeuvent la mixité le plus longtemps possible, eh bien, que ces problèmes-là sont vachement moins prégnants et que l'acceptation de la différence de l'autre est beaucoup plus forte. Là-dedans, alors,
au niveau de l'homosexualité, je ne parle pas des différences entre le très haut niveau et le niveau je dirais, du sport santé, du sport loisir, parce que les problématiques sont vraiment les mêmes. Il y a aussi la notion du vestiaire. La notion du vestiaire, c'est une notion qui est rentrée dans les mœurs, qui a double signification. Il y a le vestiaire où on va se changer, hein, mais qui est finalement quelque chose d'un peu intime. Et puis, il y a la notion de vestiaire, c'est-à-dire ce regroupement, notamment dans les sports d'équipe, où on va se retrouver pour échanger, se motiver, échanger des stratégies, se gonfler. Et donc, apparaît dans ce cadre de vestiaire, cette notion de vestiaire, cette zone ambiguë où on va se retrouver potentiellement dénudé ou en relation avec un effet sexuel et un effet de jeu sportif. Et donc cet amalgame étant fait, dès qu'un homosexuel arrive dans un vestiaire d'homme, il va être stigmatisé parce que mais qu'est-ce qu'il fout là, il nous emmerde, il va nous draguer, il va nous... Et Céline Dumerc le dit très bien dans le reportage. Elle dit mais moi ce que je fais chez moi dans mon lit, je le fais pas dans le vestiaire et je pense pas que personne ne fait dans le vestiaire ce qu'il fait chez lui. Donc je vois pas, pour moi ce serait différent pour moi que pour quelqu'un qui est hétérosexuel. Donc on stigmatise la personne homosexuelle par rapport à ça parce qu'on y voit un danger. Voilà. Alors qu'il n'y a jamais un homosexuel qui a dragué, ou peut-être, mais les homosexuels en fait le disent pas, hein, mais quelqu'un d'autre dans le vestiaire. Enfin, c'est quelque chose d'intime. Et donc, cette notion de vestiaire doit être complètement revue. Et au niveau d'interministériel, on parle beaucoup de cette problématique. Et on le verra pour les transgenres, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut séparer les deux, c'est-à-dire la pièce où on se change et puis le moment où on va se retrouver pour affronter l'équipe d'en face. Et l'idée, c'est peut-être pas de faire ça dans le même lieu. Voilà. Et donc, le vestiaire de rugby ou de foot, bouger. Quoi. Voilà. Faire une petite pièce, on n'est pas obligé d'être à poil pour parler de la stratégie. Quoi. C'est ça. Donc, voilà pour les homosexuels. On revient en arrière. Alors, au niveau des trans, donc je connais encore un peu plus le sujet parce que je suis la première concernée. Il y a quelque chose, on fait un amalgame très fort et c'est les féministes qui combattent l'inclusion des trans dans le sport font un amalgame très fort. On parle du sport féminin alors que le sport féminin n'existe pas. Le sport est universel, tout être humain peut faire du sport. Simplement, on discrimine le sport féminin pour, comme pour les catégories de poids, définir une catégorie d'égalité, tenter que ça soit égalitaire, puisque le sport ne l'est jamais, mais du moins mettre un segment d'égalité pour que les personnes puissent s'exprimer et qu'une femme puisse gagner une activité sans que derrière, il y ait forcément un homme qui est devant. Je ne vais pas vous faire des études de biologie, mais globalement, les hommes sont 10% plus efficaces, plus forts, plus performants sur la performance physique concernant le sport. Encore une fois, les facteurs de performance ne sont pas que le physique. Néanmoins, sur les sports prégnants dans lesquels le facteur de performance prépondérant, c'est le physique, les hommes sont à peu près 10% plus forts que les femmes. Ce qui fait que si on veut, dans certains sports, que des femmes puissent gagner, il faut qu'on les mette dans une catégorie à part, et c'est cette fameuse catégorie féminine. Pourquoi je dis ça? Parce que on verra que définir la féminité, c'est quoi une femme et c'est quoi le sport féminin, on essaye de faire la même chose, c'est-à-dire c'est ça une femme dans la vie, donc c'est ça une femme dans le sport. Et ça, c'est la grosse problématique parce que les personnes trans ou intersexes, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les deux. Donc les femmes trans, c'est une femme qui avait un corps d'homme et qui, par des traitements hormonaux ou autres, est devenue une femme. Par une transition, c'est ce que j'ai fait moi. Une personne intersexe, c'est quelqu'un qui naît avec un génome qui n'est pas ni XX ou XY, qui naît avec 3X un Y, 3Y un X, qui a des problématiques hormonales avec des bouts parfois qui ont des ovaires et des testicules ou un bout d'ovaire, qui d'un point de vue biologique, n'est pas complètement un homme, on va dire, stéréotypé, une femme stéréotypée. Voilà. Et c'est
1% de la population. C'est quand même pas rien, quoi. Hein. Voilà, si on fait le compte du nombre de gens en TBS, et parfois les gens ne le savent même pas, qu'ils ne sont pas XX ou XY, c'est le jour où ils veulent avoir des enfants, ou parce qu'il y a une stérilité, ou parce qu'il y a certains troubles qu'on détecte qu'il y a une anomalie. Donc c'est ça. Mais pendant très très longtemps, on a cru que il y avait les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et donc, on est rentré dans la définition du sport féminin. C'est ça, les femmes, on leur met une catégorie parce que de toute façon, une femme, c'est une femme et un homme, c'est un homme. Sauf que 2% de la population ne sont pas comme ça. Et que tant que les personnes se sentaient mal dans leur peau ou discriminées ou avec des problématiques, elles ne faisaient pas de sport. Maintenant que la transidentité et que l'intersexuation est mieux acceptée, les gens disent, puisqu'on peut vivre normalement, pourquoi on ne pourrait pas faire de sport? C'est là que c'est rentré en problématique. Donc, il y a aujourd'hui des études qui sont très récentes, qui datent de l'année dernière, de 2020, d'une sociologue qui s'appelle Rebecca Jäger, une Allemande, qui a décrit l'être humain en 3 dimensions. Et vous allez comprendre que finalement, la problématique, c'est vraiment la connaissance de ce que c'est l'être humain aujourd'hui. Pendant très très longtemps, on a cru que c'était que des hommes et des femmes. Or, c'est potentiellement autre chose. Donc, avant les années 50, il y avait 90% de la population où on ne regardait que le sexe biologique. Et d'ailleurs, au moment où le CIO avait une règle, c'est-à-dire qu'il y avait un examen gynécologique de la femme pour participer au jeu. Vous partiez dans un vestiaire et il y avait un docteur qui venait vérifier que vous étiez une femme rien qu'à la vue de l'appareil génital. C'était super sympa. Hein. Donc, personne n'entendait parler de genre. Hein. On est dans les années 50. L'épanouissement personnel, d'ailleurs, ne l'était pas. Hein. Mai 68 est passé par là. C'est-à-dire que vous étiez éduqué comme il fallait que vous soyez dans la société. Donc, les années 68, la venue de mai 68, ont quand même lâché un petit peu les choses. Hein. Donc, le LGBT dépénalisé. Et puis, il y a le Stonewall 69. Est-ce que vous avez entendu parler des événements de Stonewall 69? Non. C'est des drag queens aux États-Unis qui se font arrêter dans un bar et qui se font tabasser par les flics. Et pour la première fois, ce n'était pas la première fois, hein, et pour la première fois, ils sont sortis dans la rue et il y a tout simplement, ils se sont rebellés. Il y a eu un baston général entre les drag queens et les homos qui étaient dans ce bar et les forces de l'ordre. Et les fiertés, la marche des fiertés, hein, la Gay Pride au départ, et puis la marche des fiertés, est issue de ce moment-là en commémoration aux blessés, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de blessés, hein, plus chez LGBT que chez les flics. Et donc, la Gay Pride est partie de là. Simplement, c'est vrai que ça a libéré mai 68, l'acceptation de son corps et tout ce qui était liberté sexuelle, mais pas du tout la notion de genre, on n'en parlait absolument pas à ce moment-là. Simplement, on se demandait, il y avait des gens qui étaient dans un genre un peu non-binaire, qu'on prenait pour des marginaux, des garçons qui se mettaient des boucles d'oreilles, mon Dieu, avec des chemises à fleurs, mon Dieu, c'est quoi ce travail? Voilà. Donc, il a fallu attendre très, très longtemps, dans les années 2010, pour voir, enfin, entre les années 70 et 2010, pour que la notion de genre rentre dans la définition de l'être humain, qui est encore remis en cause par beaucoup de gens, mais c'est une dimension qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Et il a fallu attendre. Alors, le problématique, c'est que c'était quoi l'identité de genre, hein. Donc, les gens... il y a parfois des tableaux, vous voyez, avec une trentaine ou une quarantaine de noms, à genre, bigenre, transgenre, tous les mots y sont passés. Et avec cette difficulté de perception, de savoir ce qu'on ressentait et puis comment les autres nous voyaient. Et donc, la sociologue allemande a décrit ça en 3 dimensions. Et aujourd'hui, je dirais, tout être humain peut être défini sur ces 3 dimensions. Vous avez le sexe biologique. Typiquement, moi, je suis un génome d'homme, hein, un XY. Et 49% de la population sont des hommes XY, 49% sont des femmes XX.
et vous avez 2% de la population qui n'est pas, c'est des intersexes, qui n'est pas ni homme ni femme, mais un petit peu au milieu. Alors, je fais un petit gag, c'est que la Russie, il n'y a aucun homosexuel, ni aucun intersexe, ni aucun transgenre en Russie, mais ces 2%, c'est la population de la Russie, quoi, hein, si on prend la population mondiale. Voilà. Donc ça, c'est la première composante, et non déplaise aux associations de défense des LGBT, c'est sexe biologique, et on reste, moi, même si aujourd'hui les hormones font que j'ai des facteurs physiques qui sont rapprochés de ces femmes, j'ai quand même un génome de masculin et une ossature masculine. Derrière, vous avez l'identité de genre, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà. Ce que vous ressentez au fond de vous, c'est vous êtes 42 fièvres au fond de votre trou. Et alors attendez, je vais arrêter le téléphone parce que qui me harcèle et ça me perturbe. Je vais y arriver, je vais y arriver. L'enfer, l'enfer. Voilà, mot d'avis. Voilà, l'identité de genre, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc là encore, il y a 49,5% des personnes, ce qu'on appelle cisgenres, qui se sentent donc féminines, hein, voilà, et 49,5% dans le côté masculin, et puis 1% de population qui sont non-binaires, qui sont ce qu'on appelle les genres, les bigenres, les pangenres, les fluides, et que vous devez peut-être avoir des amis. Et dans des phases de transition, d'ailleurs, on est un petit peu dans ce biais-là, un peu bousculé, et puis après, un jour, on se réveille et se dit non, moi, je suis plutôt dans telle case ou telle case. Ça, c'est vraiment ce que vous ressentez. Ensuite, vous avez l'expression de genre, c'est-à-dire comment comment vous vous voyez dans la société, comment les autres vont vous voir. Hein, par exemple, si vous prenez par exemple, un transformiste, hein, dans les cabarets, mais ça va être un homme biologique, ça va être globalement, lui, ce ne sont pas femmes, mais dans le monde du spectacle, il adore se montrer en tant que femme, les drag queens et compagnie, on va les retrouver dans l'expression de genre féminine et dans une identité de genre peut-être pas complètement masculine, mais quand même assez fortement, puis dans un génome d'homme. Voilà. Donc, si vous prenez ces trois facteurs de dimension, vous prenez n'importe qui d'entre vous et vous arrivez à vous placer quelque part, pas forcément dans un extrême d'ailleurs, ça finit par faire un pavé et vous avez des personnes, par exemple une femme qui a une identité de genre très masculine et qui finalement a une expression de genre féminine parce que voilà, la société veut que la personne ne veut pas faire de transition, ne veut pas se montrer dans ce sens-là, ce qu'on appelle un peu les garçons manqués, quoi, hein, voilà, on va être dans ce cas de figure. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la problématique, c'est que si dans la vie, aujourd'hui, on sait qu'on arrive à définir une personne sur ces trois dimensions, le sport, lui, il n'en a qu'une. C'est ou les femmes ou les hommes. Et donc, on peut expliquer tout ce que l'on veut, mais si vous essayez de faire rentrer trois dimensions dans une, ça ne rentre jamais. Donc maintenant, c'est là qu'il faut dire, attention, l'idée, c'est qu'on ne définisse pas et on casse cette flèche, on casse cette correspondance. On dit, le sport femme, ce n'est pas la femme dans le sport, c'est la catégorie féminine. Et c'est quoi la catégorie féminine? Et pour définir la catégorie féminine, on fait comment? Donc, pour définir la catégorie féminine, le CIO avait dit on mesure le taux hormonal. Alors, ils ont essayé plusieurs choses. Hein. Il y a eu plein de trucs. Au départ, c'était juste une visite gynécologique. Ensuite, ça a été ils ont pris des taux de je ne sais plus quelle hormone. Et ils ont fini par tomber sur la testostérone en disant la testostérone, c'est un élément. Les Allemands de l'Est avaient été dopés à la testostérone pendant les Jeux de Munich. Ils avaient fait des perfs incroyables. Donc, ils se sont dit c'est une problématique de testostérone. Ils ont commencé à regarder les taux de testostérone des gens. Ils ont dit voilà, on va mettre un seuil. Globalement, les femmes génétiques ne dépassent pas trop ce seuil. Donc, toute personne qui dépasse ce seuil, ce n'est plus la catégorie féminine. Et donc,
les Semenya, l'athlète sud-africaine qui est intersexe, hein, ben, elle a un taux d'hormones qui est largement supérieur à ce taux-là et ils lui ont interdit de participer aux derniers Jeux olympiques. Ce qui est super puisque ils l'ont autorisé, puis un jour ils l'ont plus autorisé sans vraiment qu'il y ait d'explication scientifique, d'autant plus que les docteurs sont penchés sur la question. Et le taux de testostérone ne définit pas tout, parce que vous pouvez avoir un taux de testostérone très élevé, mais si vous n'avez pas les récepteurs de testostérone, ben, ça ne marche pas. Donc, vous n'avez aucun effet de la testostérone sur vous. Donc, il y a des femmes qui sont en surproduction de testostérone et elles n'ont aucun effet parce qu'elles n'ont pas les récepteurs. Et bien, ces personnes-là, elles ne pourraient pas courir alors qu'elles n'ont aucune supériorité par rapport à une autre. Donc, derrière, ils se sont aperçus qu'il y avait plein d'autres facteurs à la performance. Et ils avaient décidé à Tokyo, le CIO, d'édicter de nouvelles règles. Et ils sont revenus en arrière justement pour dire ben, on va aller plus loin. Ce plus loin, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement que par sport, il va falloir déterminer les facteurs de performance. Parce que vous prenez le tir à l'arc ou le 100 mètres ou le judo, ce n'est pas les mêmes facteurs de performance. Donc, ces facteurs de performance, le problème, c'est que chaque sport va devoir les étudier. Vous prenez les études qui avaient été faites de discrimination des trans, prenez aussi les valeurs moyennes. Donc, vous prenez une femme qui débute dans le sport, puis une femme qui est championne olympique, et vous prenez le milieu. Donc, ça n'avait strictement aucune signification. Donc, une personne trans se retrouvait forcément au-dessus du milieu médian, puisqu'on prenait en compte des personnes qui n'avaient aucune performance sportive. Donc, l'idée, c'est, pour résumer, c'est de faire par sport les 5-6 critères majeurs de la performance de ce sport-là. Et puis ensuite, de regarder les 1000 meilleurs mondiales, voir quels sont les critères qui correspondent à ces écarts-types. Et si une personne transidentitaire ou intersexe rentre dans ces écarts-types, il n'y a aucune manière de la discriminer. Donc aujourd'hui, on sait à peu près vers quoi il faut aller. Simplement, ça veut dire que par sport, pour faire ces études, il faut que les personnes transgenres acceptent aussi de se faire tester par rapport à ces facteurs de performance pour le sport qu'elles ont envie de faire. Donc ça, il n'y a rien qui est gagné. Aujourd'hui, on sait vers quoi il faudrait aller dans l'idéal, mais il y a beaucoup de freins et c'est un petit peu dommage. Donc, le CIO a décidé aujourd'hui qu'effectivement, toutes les études qui avaient été menées, notamment aux États-Unis, contre les trans dans le sport, étaient en fait des fake news. Ils ont absolument démontré que tout était des études à charge et que donc, du coup, à défaut d'avoir de vraies études contre, on n'avait aujourd'hui rien qui démontrait la supériorité des femmes trans dans le sport. Et donc, ils sont partis dans une dynamique beaucoup plus inclusive. Néanmoins, il se passe quand même des choses aux États-Unis, toujours les États-Unis, où certains, notamment avec l'arrivée de Joe Biden, il a dit, bon, pour moi, acceptation de toutes les trans. Donc, il suffit qu'une personne, dans l'échiquier que je vous ai montré, dit, ben, moi, je me ressens femme, donc je suis une femme, mais ne prend strictement aucun traitement hormonal. Et donc, ben, se retrouve avec les capacités de normes, tout simplement. Et donc, du coup, donc là, dernièrement, il y a une nageuse jeune qui explose tous les records dans un état parce que, en fait, c'est un garçon génétique qui n'a jamais pris aucun traitement hormonal et qui concourt avec les filles. Alors, OK, elle a les cheveux longs. Rien ne lui interdit de vouloir être une femme et d'être acceptée comme une femme dans la société, mais elle ne correspond pas aux critères aux critères de la catégorie féminine. Et donc, du coup, comme ça fait scandale aux États-Unis, toute la planète s'en émeut, et voilà, et toutes les valeurs actuelles et les journaux très progressistes, c'est pas le cas, hein, c'est l'inverse. Hein. Mais voilà, notamment valeurs actuelles, ça en est encore gavé. Dire voilà, c'est un scandale, il faut absolument qu'aucune trans participe à aucun sport. Donc, à chaque fois qu'il y ait des cas extrêmes comme ça qui sont mis en œuvre, il y a tous les gens qui sont contre, qui saisissent ça et qui refont une politique très lourde parce que les lobbyings sont très forts contre les trans dans le sport. Donc, c'est à nous, derrière, de déconstruire tout cela. Et encore une fois, ça passe par des études, ça passe par une éducation, par une compréhension. Mais si on comprend que le sport féminin, c'est la catégorie féminine et qu'il faut qu'on rentre dans les cases de la catégorie féminine, comme les catégories de poids, vous ne pouvez pas dire, ben ouais, moi, quelqu'un qui fait 120 kilos pour le judo, il dit, ben moi,
Moi, je me ressens, en fait, j'en fais 60, donc je vais courir avec les 60. Mais non, ça ne va pas marcher. D'accord, mais c'est exactement la même chose pour la transidentité. Il faut décorréler la problématique de l'acceptation sociale de ce qu'est une personne transgenre dans la vie de tous les jours et faire attention dans le sport à ce que cette personne-là rentre dans la catégorie féminine du sport. Voilà un petit peu les enjeux de cela. Dernière chose, évidemment, cela c'est pour la performance. L'idée, c'est que la majorité de la pratique du sport, ce n'est pas la performance, hein, c'est tout simplement la pratique. Et que dans la pratique, il est aujourd'hui plus acceptable qu'il y ait de discrimination des personnes trans, tout simplement parce que, moi je l'ai vécu, hein, je suis en 6 mois de traitement hormonal, je suis passé de 3h15 au marathon à 3h50. Alors, je ne sais pas si ça vous parle un peu, mais la différence, pour moi, elle est de 15%. Parce qu'il y a le taux de testostérone, mais comme je prends des oestrogènes, je suis passé de 7% de masse grasse à 25%. Donc, vous courez avec un sac à dos, en gros, par rapport à vos sensations. Et puis après, il y a la perte d'impulsion. C'est aussi que j'ai noté très fortement. Et donc, tout ça, aujourd'hui, fait que les personnes trans sont vues parce qu'elles sont grandes, parce que plus que de moyenne, parce qu'elles sont un petit peu plus charpentées. C'est un peu comme si vous aviez une Ferrari, donc c'est le look d'une Ferrari, mais si vous mettez un moteur de 208 dedans, ça sera toujours le look de la Ferrari, mais ça ne sera plus pareil. Voilà, donc nous, on a peut-être des grands bras, mais on n'a plus les muscles pour les bouger, donc on devient handicapant. Et sur la performance, eh bien, c'est handicapant. Et les féministes avaient prévu au JO de Tokyo un déferlement des trans dans les premières places. Et finalement, il n'y en a que 3 qui se sont sélectionnés dans les catégories féminines dans lesquelles elles étaient autorisées à participer, et aucune des 3 n'a rien fait. Donc, autant vous dire que le déferlement qui était annoncé n'a pas eu lieu. Et force de constater qu'il faut accepter. Donc, il y a une charte du sport et trans qui a été éditée, qui a été reprise, qui a été éditée par des associations au départ, et qui est reprise par ce groupe interministériel. Donc, elle a été réécrite et elle va être mise en application dans les fédérations, dans les clubs. Et si un jour vous en entendez parler, voilà, l'idée, c'est d'arrêter de déconstruire. Non, les trans ne sont pas des empêcheuses de performance et d'équité dans le sport féminin. Et tout simplement, il faut s'accepter les uns les autres, hein, c'est quand même le mot de dire. Et que la vie sera meilleure si on prend en compte toutes les diversités et pas uniquement les 98% de la population, mais penser aux 2 autres aussi qui ont le droit de vivre. Voilà, merci pour vous. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps. On est parfait. Ah bon, ben voilà, je n'ai pas regardé. Merci. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main. Oui. Alors, Kathleen Jenner est mon homologue, puisqu'on n'est que 2 championnes olympiques, champions olympiques devenus transgenres. Donc, sauf que moi, je n'ai pas fait de showbiz et j'en ferai jamais. Donc, notre comparaison s'arrête là. La problématique des États-Unis, c'est que c'est une culture qui est un petit peu différente des nôtres et qu'une personne célèbre égale une personne importante égale une personne intelligente, ce qui n'est pas forcément le cas. Et c'est vrai que ces personnes-là, parce qu'elles pensent quelque chose, c'est forcément vrai. Et elles ne cherchent pas. Moi, la première, hein, quand j'ai été questionné sur ces questions de femmes et trans, je suis une sportive avant d'être une personne trans, donc je me suis dit, mais attention, moi je me sens plus forte, si je refais du kayak, il peut se passer des choses, je ne vais pas être forcément dans l'équité, donc j'étais plutôt méfiante et prudente. Et c'est moi-même, dans ma pratique, je me suis aperçu que pas du tout. Je suis aujourd'hui dans une équipe de handball féminin et je me fais exploser comme les autres. C'est aussi c'est que ça. Donc, c'est a priori, moi j'ai appris et j'ai étudié, j'ai regardé les études avec une Lucie qui a regardé ça. Elle, pas du tout. C'est-à-dire, elle est restée sur ces stéréotypes qu'elle connaissait, elle a fait sa transition et puis d'un coup, elle a dit non, mais ce que j'ai dit, c'est vrai. Elle n'a même pas vérifié quoi que ce soit. Et comme Navratilova, comme toutes les sportives féministes. Et le problème de Kathleen Jenner, c'est que
ben là, on fait trop, quoi. Voilà. Et en plus, nous, ce qu'on a essayé en fait, ce qu'on combat, c'est. Alors, moi, je suis président du conseil d'administration du CREPS, mais c'est à titre bénévole. Hein. Mon vrai métier, je suis directrice du système d'information d'une société dans le milieu de l'handicap. On est quand même plus d'1 millier, donc je dirige 50 personnes, 5 services. Et, et simplement, il fallait sortir dans les années 80-90. Les parents parlaient d'ailleurs des transsexuels. Et les transsexuels, ils étaient soit au bois de Boulogne, soit sur les planches de cabaret, soit dans le monde du showbiz. Voilà. Donc, s'il y avait des personnes sur lesquelles il fallait communiquer, ce n'était pas elles qui étaient dans le monde du showbiz, parce qu'elles restaient dans ce stéréotype pour l'acceptation. Il a fallu que des gens qui avaient fait Polytechnique, qui étaient des grands patrons de société, qui avaient, ou des gens, voilà, moi, si vous me faites chanter, il va pleuvoir à peu près comme ça pendant 2-3 mois. Si vous me faites danser, ça va faire un peu pareil. Donc, voilà, moi, je ne suis pas du tout dans le milieu du showbiz. Et il a fallu que les trans, donc des associations comme l'autre cercle, ce sont des groupements qui permettent de mettre en avant des rôles modèles, donc des personnes célèbres, mais pas dans le monde du showbiz. C'est vrai que Kathleen Jenner, ben, elle s'y est crue, quoi. Elle a cru qu'elle était la porte-parole de toutes les trans de la planète. Et à ce titre-là, elle s'est mise à parler au nom de tout le monde. Ce que je ne ferai jamais d'ailleurs au demeurant, parce qu'on est toutes et tous différents, puisque la transition, c'est dans les deux sens. Et Kathleen Jenner, ben, en fait, par exemple, il y a une autre trans un peu célèbre dans le monde. Il s'appelait Robert Millard. En fait, c'est un cycliste qui a été maillot jaune, enfin, c'est pas maillot jaune, il a été maillot à pois sur le Tour de France au moment de Bernard Hinault, tout ça, c'est un peu vieux pour vous. Mais c'est vrai qu'il a défait la chronique parce qu'il a fait sa transition dans le secret. Il ne l'a annoncé pendant 15 ans. Il signait toujours de son nom ancien des articles de journaux dans l'anonymat, alors qu'elle avait fait sa transition. C'est Philippe York aujourd'hui, elle s'appelle. Et on s'est vu, on s'est rencontrés, hein, c'est une anglaise. Et on a parlé de Kathleen Jenner, parce que ni elle ni moi, on a envie de la rencontrer, quoi. Parce que tous les gens qui l'ont un peu côtoyé, voilà, c'est la star, la star, quoi. La star qu'on ne supporte pas. Déjà que j'aime pas les Américains, mais alors là, c'est compliqué, quoi. Donc non, Kathleen Jenner ne représente qu'elle-même. Merci. On va passer. Sur certains critères, ça peut être si on définit, par exemple, sur un effort physique, effectivement, que les performances physiques d'un sprint, si on va parler, allez, on parle 100 mètres en athlétisme, voilà. Donc, il y a quoi les facultés? Si on les prend comme ça, il va y avoir la détente, il va y avoir le taux de la capacité d'impulsion, donc le taux de ramasser une énergie très courte, très forte à un temps donné. On sait que ce sont les anabolisants, on sait que c'est la testostérone qui gère ces effets-là. On va aussi tester la masse grasse. Voilà, on sait qu'une femme du 100 mètres, si on prend les 1000 meilleurs 100 mètres, ben une femme ne va pas descendre à moins de 12% de matière grasse. Si une trans, elle arrive avec ses 7 ou 6%, on va dire, ah bon, il y a un petit souci, quoi. C'est que la personne, elle ne prend pas de traitement. Et donc, voilà, ça va être ça. Si on prend par exemple dans le sans-air, parce qu'on parle toujours des hommes qui sont devenus des femmes dans le sport, et on se dit, mais une femme qui devient un homme dans le sport, il ne sera jamais supérieur. Mais ça, c'est faux. Si vous prenez, par exemple, il y a une catégorie qui a été créée depuis deux Jeux Olympiques, c'est en natation synchronisée, homme n'existe pas, mais le mixte existe. D'accord? Donc, si vous prenez une fille qui a fait 20 ans de natation synchronisée et qui devient un homme, elle va s'inscrire aux épreuves en mixte, donc homme-femme, avec une autre nageuse. Ses performances, elles vont être autres. Parce que là, le critère de performance, ça va être la souplesse, ça va être l'élégance. Bon, l'élégance, c'est difficile à mesurer. Mais la souplesse, ça va être un certain critère de... justement, une femme flotte plus qu'un homme. Hein. Donc, du coup, en termes de... Voilà, c'est tout ça qu'il faut définir. Et puis, c'est juste pour éviter les extrêmes, encore une fois. Voilà. Parce que quelle est l'équité? C'était Phelps, ou je ne sais plus quel, ou le nageur australien, il mesure du 54 en pied, quoi. On ne lui a pas demandé de se ou Usain Bolt, les deux facteurs de performance, c'est
de la longe. Mais pour avoir de la longe, il faut être grand. Mais si vous êtes grand, vous manquez de dynamisme, vous manquez de fréquence. Lui, il avait la fréquence et la longe. On ne lui a pas demandé quoi que ce soit. Pareil chez les femmes. Martina Navratilova avait des valeurs énergétiques qui étaient très, très élevées. Aujourd'hui, en tennis, vous prenez Serena Williams, par exemple. Avant qu'une transe dépasse physiquement Serena Williams, il faut qu'elle s'accroche. Hein. D'accord. C'est comme les catégories de poids. C'est comme toute catégorie discriminante. Si vous ne rentrez pas dans la catégorie, vous ne pouvez pas concourir. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. On peut très bien vivre sans faire du sport aussi. Hein. Par contre, quand vous êtes transgenre et qu'on vous accepte nulle part, c'est plus compliqué pour trouver du travail, pour vous insérer. Voilà. Donc, il faut savoir aussi dire stop. Quoi. Et alors, le problème se pose plus sur les intersexes, effectivement. Et bon, je ne sais pas si vous avez vu enfin, voilà, certains intersexes, même là, quand on parlait de la dimension, donc, comment elle s'appelle, enfin, la sud-africaine, elle rentre bien, bon, elle a peut-être un génome un peu entre les deux au niveau génétique, enfin, biologique. L'identité de genre, c'est plutôt féminin, mais c'est pas bien sûr. Et par contre, en expression de genre, enfin, elle est avec sa copine, puisqu'elle est homosexuelle, mais ça la regarde. Mais je veux dire, elle arrive en costard-cravate. Quoi. Et elle dit je suis une femme en sport. Effectivement, elle ne va pas dans le sens de faire accepter les trans dans le sport. Néanmoins, pour moi, si elle rentre dans les critères, elle peut participer. Mais aujourd'hui, on les empêche de pratiquer parce qu'on n'a relevé que le taux de testostérone. Voilà, c'est ça le problème. Donc, malheureusement, oui, il y aura des gens discriminés. Oui, il y aura des gens, OK, tu ne peux pas être la catégorie féminine. Voilà. Si vous pesez plus de 70 kilos, vous êtes chez les poids lourds et puis voilà, c'est tout. Et donc, qu'il y ait des femmes. Alors, moi, je ne suis pas gêné. Alors, ça pose encore beaucoup de problèmes, mais moi, je ne serais pas gêné qu'une femme concourt chez les hommes ou que les hommes concourent chez les femmes, finalement, qu'il y ait une catégorie, plus des catégories que vraiment, il y a de sports comme une des épreuves de roller, je ne sais pas comment ça s'appelle, le roller derby, où c'est complètement mixte. Mais jusqu'au très haut niveau, jusqu'au championnat du monde, c'est mixte. Alors, les filles prennent un peu cher, hein, ça c'est sûr. Mais c'est dans l'éthique du sport, ils ont défini le sport comme ça. Ce sera mixte. Et on s'aperçoit que finalement, les avantages sont... Parce qu'il y a aussi de la stratégie, et on voit bien que les filles en stratégie, elles sont parfois même meilleures que les garçons. Donc il y a des sports dans lesquels le physique ne fait pas tout. Et donc, c'est vraiment important de pousser cette mixité au maximum. Et on voit d'ailleurs que les filles qui ont pratiqué avec les garçons n'ont pas le même niveau qu'une fille qui a pratiqué qu'avec des filles. Tout simplement parce que les phases de jeu vont plus vite, tout va plus vite. Donc, c'est juste une histoire mentale. Moi, c'est vrai que je me suis aperçu que quand j'ai joué chez les filles, dans différents sports, mon cerveau, il réagissait comme un garçon aux effets, sauf que moi, j'avais plus le physique qui permettait, et je voyais un tout petit peu plus tout au ralenti. Alors qu'il y a... on s'excite, on dit on va plus vite, on arrive à aller plus vite. D'accord. Donc, il y a aussi dans l'éducation du sport pour la catégorie féminine et chez les filles, aussi d'arrêter le stéréotype. C'est-à-dire que chez les garçons, vous pouvez faire tous les sports que vous voulez. Si vous êtes grande et fine, on vous dit il faudrait faire du volley. Si vous êtes grande et un peu mastoc, il faudrait que tu fasses du basket. Si vous êtes très souple et petite, toi, il faut que tu fasses de la gym. Et donc, on oriente les filles beaucoup plus vers les sports et on retrouve dans des sports les meilleurs mondiales des filles qui, souvent, c'est les filles d'anciens athlètes ou entraîneurs qui, voilà, une fille qui va faire 1m80, elle va faire de l'haltérophilie. Alors, c'était pas parce que son père faisait de l'haltérophilie, donc elle va se trouver dans des super niveaux, mais plus par filiation ou par connaissance que parce que les filles se disent moi, je suis capable de faire n'importe quel sport, quoi. Je me mets à faire n'importe quel sport. Alors qu'un garçon ne va jamais se poser ce problème, quoi, de dire il y a des petits qui veulent faire du basket et ils y vont, c'est pas un problème. Donc, à un moment donné, effectivement, le haut niveau va les arrêter par rapport à ces critères-là. Et donc, pareil, pour ça, il faut que la mixité en sport soit poussée le plus haut jusqu'à ce qu'effectivement, à un moment donné, la personne ne s'y retrouve plus parce qu'elle n'y arrive plus. À ce moment-là, elle va être plutôt dans la catégorie féminine associée. Donc, il y a toute une démarche, ce n'est pas uniquement
ces problématiques de trans et d'inclusion. Le sport féminin, notamment, on débute à peine. Alors, on ne parle pas, je veux dire, qu'on découvre depuis quelques années la vraie forme du clitoris, alors que le pénis masculin, on le connaît depuis des millénaires, d'accord? C'est quand même incroyable qu'il faille attendre qu'on ait dépassé l'an 2000 pour savoir exactement la forme d'un clitoris. Alors, on ne vous dit pas non plus, chez les filles, au niveau des entraîneurs, une femme, on l'entraînait comme un mec en un peu moins. Sauf qu'une femme, ben, ça a des règles, ça a une rotation mensuelle sur des productions d'hormones et que les entraînements, vous pouvez les régler par rapport à ça. Et qu'une femme, sur un pic d'hormones, va avoir une performance et lorsqu'elle va avoir une chute, ne va plus avoir cette performance. Donc, vous lui faites faire de l'aérobie à ce moment-là, vous lui faites faire du sprint à ce moment-là et d'un coup, les facultés de la fille elles vont se décupler. Mais il faut entraîner une femme avec cette problématique biologique intrinsèque. Et ça, c'est là. Ça date de moins de 5 ans, ces études. Donc, le sport féminin en soi va beaucoup évoluer et tant mieux. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y en a une dernière? Il y en a plein même. Vas-y. Alors, en 2 mots, non, elles ont été très complémentaires. C'est-à-dire que quand vous prenez le départ d'un Jeux olympique, vous jouez 15 ans de votre vie, 2 entraînements par jour, en 1 minute et demie. En 1 minute et demie, tout est fini. Donc, il ne faut pas arriver en stressant, quoi. Moi, ça me permettait de m'évader. Je me partais dans mes... Et à l'inverse, quand j'ai fait ma transition, c'est le courage du sportif de haut niveau qui m'a permis d'aller au bout, d'aller affronter le public, de faire un coming out en conseil d'administration du CREPS avec le préfet, le directeur des sports, le recteur et compagnie. Et ce n'était pas l'endroit le plus fun pour faire un coming out. Et là, c'est la force du sportif la sportive qui a gagné. Donc moi, ça a été complémentaire. Maintenant, si on me dit si tu avais pu faire ta transition avant, qu'est-ce que tu aurais fait? J'en sais rien parce que les époques étaient différentes. Je pense que j'aurais essayé de faire une transition pendant mon activité. Mais bon, moi, c'était en plus, je faisais en biplace et en biplace, en fille, ça n'existait pas. Donc, ça aurait été différent. J'aurais dû quand même arrêter ma catégorie. Mais je ne pense pas que ce soit incompatible. Par contre, ça prend beaucoup. Une transition, c'est quand même très, très prégnant. C'est vrai que moi, je ne m'imaginais pas une faire transition pendant les entraînements les plus rudes ou les performances les plus fortes. Et la rugby woman Alexia Serenis, elle a arrêté 3 ans pour faire sa transition. Elle a repris en rugby féminin après. Et elle joue en Pro D1 aujourd'hui. Et ça se passe très, très bien. Elle a arrêté 3 ans. Donc, alors justement, on travaille pour ça, dans ce groupe interministériel, c'est pour on sait que ça va être, c'est pas qu'il y ait plus de trans, les trans, il y en a toujours autant, c'est aujourd'hui qu'elles s'annoncent. Donc, donc là, l'idée, c'est d'être en amont et de prévoir que les clubs ont des règles, ont des chartes et ont des formations pour accueillir ces gens-là. Parce qu'on sait que ça va arriver, forcément. On va forcément, une personne transgenre de 15 ans, aujourd'hui, ouais, ok, tu es transgenre. Là, moi, je suis gauchère aussi. Il faut savoir que avant ma génération, on forçait les gens à écrire à droite. Hein. Aujourd'hui, dans la rue, où Éric Zemmour, vous lui demandez savoir s'il est contre les gauchers, il va dire non. Par contre, il est contre tout ce qui est LGBT. Voilà, c'est aussi stupide d'être contre les gauchers que d'être contre les LGBT. Ça fait partie de la diversité humaine et c'est comme ça. Donc, par contre, les instances ne sont pas prêtes à accueillir tout ça et avec cette ouverture d'esprit parce que les dirigeants sont encore des personnes qui ont plus mon âge que le vôtre. Et c'est là que c'est fou. C'est-à-dire que c'est quand même les jeunes qui apprennent aux anciens ce qu'est l'être humain. C'est quand même assez hallucinant. Parfait. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci encore, Sandra Foch, pour votre venue et votre intervention.